OK, bonjour tout le monde. Tu vas remarquer tout de suite l'accent. Donc, maintenant, je vais commencer parce qu'on entend l'accent canadien, puis tout de suite on pense au Québec. Voilà. Donc, tu vas voir que mon style de présentation c'est un peu d'humeur. Après ça, on pense Vive le Québec libre, 67. 68, il y avait Céline Dion qui chante Winter Song. Bien sûr, le Canada est froid. Et après ça, vous avez les voyageurs qui cherchent les peaux de castor. Et les castors, on pense castor en allemand, c'est Bieber. Moi, je suis d'origine allemande, même que je suis canadien. Avec ça, vous avez Justin Bieber. Et Justin Trudeau, après ça, oui, on revient vers la France avec Justin Trudeau et Macron. Donc, c'est juste pour vous dire mon logique. Quand je fais des présentations, je cherche toujours un thème. Je pensais, avec l'écoute des réseaux électroniques, je vais être magicien, et je peux sortir un lapin du chapeau pour vous donner tout l'argent pour les réseaux. Mais à partir de ça, je reviens sur l'aspect du castor qui bâtit le barrage, la barrière, avec les petites idées. Donc, ça, c'est ma logique. Donc, on va suivre le castor pendant la présentation. C'est bien? Oui, OK. Donc, je travaille à l'OMS. Je vais être sérieux. Nous avons la définition de la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental, social, et ne consiste pas seulement d'une absence de maladie ou d'infirmité. Et avec ça, nous avons la bibliothèque, nous, à l'OMS. Nous sommes la mémoire institutionnelle. Et même avec ça, nous avons la constitution de l'OMS avec les définitions de la santé. Et c'est toujours le même depuis 1946 jusqu'à nos jours maintenant. Okay? So, ça veut dire que nous sommes toujours fiables avec nos idées de qu'est-ce que c'est la santé. Et qu'est-ce que c'est l'objectif de l'OMS? C'est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Donc, c'est assez, comment dire, une grande tâche pour nous. Et comme la bibliothèque, on travaille avec nos chercheurs à l'OMS pour obtenir ça. Au lieu de tout lire ça, je vais laisser aller sur le site web de l'OMS, mais il vous donne l'objectif que nous avons ce grand plan pour améliorer la santé du monde. Maintenant, le nouveau directeur, Dr. Tedros, envisionne 3 billions de personnes, qu'on va augmenter l'accès aux services de santé. On va essayer de mettre en meilleure condition pour l'accès à l'eau potable, des choses comme ça. Ça veut dire que c'est vraiment un grand objectif que nous avons. Est-ce que je parle trop vite? Parce que j'ai accent. OK, c'est bien? OK. Voilà. Et aussi, il faut comprendre que la gouvernance de l'OMS, nous sommes responsables aux États membres. Ça veut dire la France était un membre. Vous avez une vote, comme les autres, 193 pays, il y a 194 en tout. Et même avec ça, il y a 34 membres ou délégués qui font le conseil exécutif. Ils en rencontrent une fois par année pour l'Assemblée générale, le mois de mai, et là, ils passent des résolutions, des décisions de qu'est-ce que l'OMS va faire comme une organisation. Maintenant, c'est bien complexe parce que nous avons le cadre du monde. Avec ça, vous voyez, il y avait les 6 régions de l'OMS et nous avons aussi 6 bureaux régionaux. Ça veut dire qu'on commence aux Philippines avec Manille, New Delhi en Inde, Brazzaville, Congo, Caire en Égypte, Copenhague en Danemark. Et après ça, nous avons Washington aux États-Unis qui représente les 6 régions de l'OMS. Et voilà, ça c'est en français, mais voilà, ça c'est mes collègues de travail, ou mes collègues qui travaillent dans le domaine de la bibliothèque. Ils sont tous dispersés et comme quelqu'un m'a posé des questions, on utilise parfois l'espagnol, l'anglais, le français quand on parle avec nos collègues. Bien sûr, nos collègues à Brazzaville, ils sont plus à l'aise en français. Nos collègues aux États-Unis, mais je veux dire en Paro, sont plus à l'aise en espagnol. Nous avons ces challenges. Notre bibliothèque, voilà, ici c'est le site web. Notre nom officiel en anglais, c'est Library and Information Networks for Knowledge.
mais pour la plupart du temps, j'utilise toujours la bibliothèque de l'OMS ou WHO Library, un de les deux, parce que ici, c'est des informations pratiques sur le site web. Après ça, vous avez la possibilité de visiter les sites web des bibliothèques dans les régions aussi. Et avec ça, je vais dire que maintenant, pour comprendre comment se positionner les bibliothèques, mes collègues, dans les situations. Nous avons le siège où nous sommes 13 personnes. Il y avait 4-5 bibliothécaires avec les gens de soutien. Mais mes collègues se trouvent partout dans les autres départements, les unités. Ça veut dire que nous n'avons pas une situation cohesive avec nos collègues. Et même avec ça, le bureau, par exemple, à Copenhague, il n'y a même pas une personne responsable pour les documentations pour les bibliothèques. Il n'y a aucune bibliothèque, il n'y a aucun bibliothécaire. Donc, c'est difficile pour nous, mais l'important, c'est que nous travaillons ensemble d'une façon. Ça, c'est toujours une grande question pour nous. Qu'est-ce qu'on va faire pour le Euro, les gens qui travaillent dans cette région? Donc, pour être au thème de la discussion, on parle de l'écoute des réseaux électroniques. Pour le budget de l'OMS, nous avons un cycle budgétaire biannuel. Ça veut dire tous les 2 ans, nous avons un budget. En 2000, plusieurs unités services de l'OMS ont un excédent budgétaire. Ça veut dire qu'à la fin de le budget, il y avait l'argent supplémentaire qui n'était pas capable de dépenser. Nous, comme les petits castors qui travaillent en arrière dans la bibliothèque, on veut cet argent et dit « Ah, nous avons une solution ». Et avec ça, nous avons regroupé tout l'argent ensemble et lancé notre portail pour les informations dans les réseaux électroniques. Donc, avec ça, nous avons... Wow, c'est toujours comme ça. OK. Voilà, OK, super. Nous avons choisi le nom GIFT comme cadeau en français. Il y a toujours quelqu'un qui achète et après ça, nous offre le cadeau à notre utilisateur. Mais il faut comprendre le problème là, c'est que il y avait une fois, nous avons eu cette chance de ramasser l'argent pour les réseaux électroniques et donc, ce n'était pas stable dans ce sens. Nous avons été toujours ces situations, on devrait trouver une façon de soutenir les réseaux électroniques. Et vous comprenez, tout le monde comprend celui-là ici, vous avez la ligne rouge qui montre le taux d'inflation des périodiques, et après ça, vous avez la ligne bleue qui montre le budget que vous avez pour dépenser. Ça vient de l'Université d'Ottawa au Canada où j'avais travaillé aussi. J'ai commencé comme un commis de clerc, commis de comptoir. Après ça, j'ai fait mes études en bibliothéconomie. Mais c'est la situation probablement pour tout le monde dans la même situation. Est-ce que je suis d'accord? Voilà, c'est la situation qu'on trouve en face. Donc, restons zen. Il ne faut pas être trop dans la situation parce qu'on va essayer de trouver les façons de trouver les solutions. Donc, ici, avec un budget limité, normalement, vous avez 3 options classiques. Vous avez une redistribution du budget de la bibliothèque, renégocier une meilleure entente ou déconstruire la méga entente. Maintenant, pour un peu d'interactivité, combien de vous a fait le premier? Vous prenez l'argent d'une façon d'un budget et mettez dans les réseaux électroniques. Lève les mains. Voilà. Deuxième, négociation avec les éditeurs pour changer les contrats. Combien d'entre vous fait ça? Moins. Et troisième, déconstruire les méga-ententes. Ça veut dire réduire les expectations de vos utilisateurs pour les ressources. Dans cette situation, c'est plutôt que vous achetez un package, peut-être 2000 titres de Springer for Life, je vais expliquer ça. Après ça, vous dites, non, on va finir avec ça, on va acheter qu'une centaine. Combien vous avez fait ça? Ah, et nous aussi. OK. Mais là, ici, c'est un sondage qui a été fait aux États-Unis avec les directeurs et vous voyez que les réseaux online commencent avec le rouge, bleu et jaune, commencent à utiliser plus de budget et spécifiquement printed books, le livre en papier, c'est diminué. Ça, c'est classique dans ce situation. On trouve comment je prends de cette poche ici et mettre dans la poche là-bas. C'est naturellement qu'on fait. Après ça, nous avons négocié les conditions générales d'achat et d'accès avec les éditeurs.
Et vous remarquez bien que la France aussi est en train de ça. On trouve un meilleur deal. Comme Trump, I'm the deal maker, on va trouver une façon de faire un changement. Et on voit que dans les Pays-Bas, Allemagne, Suède et aussi la France, c'est une situation qu'on est en train de faire. Maintenant, ce que je commence à expliquer, la méga attente. Et ici, c'est un exemple de l'Université de Montréal, où j'ai fait mes études. C'est que là, ils ont fait une étude avec Springer. Il y avait un package de 2300 titres. Après ça, on a fait une analyse. Qu'est-ce que c'était utilisé de ce package? Parce qu'ils ont toujours dit, prendre tous les titres. Avec ça, vous avez un meilleur prix par titre. Mais est-ce que les utilisateurs utilisent tous les titres qui sont dans le package? Donc, après l'analyse, ils trouvaient qu'il n'y a que 150 titres qui étaient les plus utilisés de ce package et de réduire le prix pour 150 au lieu de voir le package de 2300. Voilà. Ça, c'est de diminuer le mégaton. Maintenant, je vais parler de l'expérience de la bibliothèque de l'OMS. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre des questions au fur et à mesure, ça va mieux. Non? J'ai le visage qui semble comme ça? Ou... Voilà, OK. Chez Springer, par exemple, l'association Cochrane proposait aussi de faire un package plus limité avec des offres sur les revues les plus consultées, mais le contenu, le contenu le plus utilisé n'intéresse pas toutes les sections de la même manière. C'est-à-dire que, par exemple, ce bouquet qui représentait 80% des titres les plus consultés, moi, les 10 titres qui sont le plus consultés dans mon établissement n'apparaissaient pas dans cette liste. Donc, les bouquets négociés limités, c'est aussi difficile d'arriver à cibler toutes les spécialités. Et je suis tout à fait d'accord. Je pense que la situation, c'est comme telle que chaque personne, chaque bibliothécaire se trouve dans une situation différente. Il faut négocier comme ça. Et je pense, ça c'est les choses que je trouve difficile de dire qu'est-ce que j'ai des commentaires à faire pour la situation avec les négociations, parce que vous comprenez mieux votre milieu, qu'est-ce que vous avez besoin avec vos utilisateurs, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que nous, on fait la même chose aussi, parce que dans le domaine de la santé publique, les périodiques qu'on besoin, c'est un peu partout. Hein. C'est vraiment une situation. Donc, je vais parler maintenant les choses en général. Et ça, c'est dire que c'est très important de présenter un fonds de solidarité. Donc, pourquoi j'expliquais un peu nos situations à l'OMS, nous sommes dispersés partout au monde, nous avons les langues différentes, on a des expériences différentes, mais pour nous, que c'était important d'avoir une rencontre presque annuelle avec nos collègues, parce qu'avec ça, nous avons une communication vraiment étroite et d'avoir une stratégie globale. Ça veut dire que nous avons une réunion, nous avons une solidarité avec nos collègues, même que nous on trouve dans les départements, les unités différentes. Au lieu de faire une compétition pour le budget de l'une de l'autre, on met ça tout ensemble. Et pour nous, c'est très important. L'autre chose aussi, c'est qui est notre public cible. Ça veut dire qu'en le fait, on a décidé, c'était plutôt les personnels de l'OMS, parce qu'on a un contact vraiment proche avec ces gens-là. Même que notre objectif pour l'OMS est assez grand. C'est pourquoi j'ai commencé avec la définition de la santé, qu'est-ce que c'est le but de l'organisation de l'OMS. On voit que nous avons aussi les autres organisations internationales. Nous avons aussi une faute d'erreur, voilà, excusez. Ministère de la Santé, les États membres. Et même avec ça, nous avons les ONG, chercheurs, universités, les hôpitaux, le grand public. Mais on n'est pas capable de répondre à tout le monde. Ça veut dire que nous devons vraiment concentrer sur les internes de l'OMS. Ce qu'on va faire, première chose, c'est de réduire les tâches, doing what we do best. Concentrer sur notre domaine d'excellence et aussi on va faire des tâches essentielles et aussi un désengagement sur les tâches à faible valeur ajoutée. Il y avait une fois que ici dans la bibliothèque, nous avons fait des échanges de listes de livres
qui était à donner une bibliothèque à l'autre bibliothèque. L'idée, c'est que les bibliothèques en France vont donner les livres en français pour aller au Congo ou quelque chose comme ça. Mais après une étude, on a trouvé que c'était vraiment pas vraiment utilisé, c'était pas vraiment rentable non plus, parce que c'est pris beaucoup de temps pour moins de retour. Okay? Et ça veut dire la bibliothèque, nous avons concentré sur des tâches vraiment essentielles, diminuer à 4 ou 5, c'est les choses qu'on fait principalement. Et je vais parler un peu de Gift, Hinari, Iris et les ressources que nous avons. Donc, la présentation des services essentiels. Ça veut dire qu'on répond vraiment aux besoins de nos utilisateurs. Et comme à Castor, on travaille avec du bois, on pas travailler avec les métals. C'est dans ce sens que j'avais l'idée, mais de continuer. Ça veut dire, la première chose qui était vraiment importante pour nous, c'est de créer notre repositoire de la documentation de l'OMS, parce que ça, c'est principalement, c'est répondre aux besoins de notre utilisateur à l'OMS et aussi externe en même temps. Ça veut dire que toutes les publications de l'OMS se trouvent dans la base de données IRIS, ça veut dire que c'est disponible et gratuitement. Il y avait plus de 2037 notices et c'est toutes les publications de l'OMS à partir de 48, les rapports techniques et même les articles publiés dans les autres périodiques non OMS. Et voilà. Et c'est juste pour dire que c'est en ligne en format PDF, on peut ouvrir les documents avec les textes intégrales. Et aussi, très importante, toute la documentation de l'OMS qui était traduite dans les autres langues, même que ce n'est pas les 6 langues officielles de l'OMS, on va garder une copie en papier ou mieux en format électronique. Ça veut dire que nous offre les services alternatifs pour les gens pour accéder à la documentation de l'OMS d'une façon. Et continuer, une autre chose aussi, on reste toujours prête, on a anticipé les possibilités d'avoir l'argent des autres ressources. Comme j'avais dit au commencement, notre programme pour les ressources électroniques a commencé en 2000 à cause du fait que les unités, les départements, eux, c'est excès de budget que nous avons utilisé pour acheter les ressources électroniques. Et on fait la même chose qu'on devrait avoir toujours cette idée que quelqu'un va arriver avec un pot d'argent, on devrait trouver une façon de dépenser. Donc, de garder les statistiques de qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que c'est notre recherche, quelle base de données que nous avons utilisée, d'avoir une idée. Si nous avons l'argent demain, qu'est-ce qu'on va dépenser pour utiliser l'argent? Combien de personnes utilisent la bibliothèque? Mais juste une idée, même avec les prêts entre bibliothèques, quelles sont les ressources qui sont les plus utilisées et d'utiliser. Et comme toujours, tout le monde fait la même chose, probablement, de regarder qui utilise quel package le plus. Donc, dans notre situation, c'est Elsevier. On regarde, on fait vraiment, on voit les statistiques qui nous donnent une indication qu'elles sont utilisées et peut-être dans l'avenir, si nous avons l'argent, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent, mais d'avoir cet accès. OK. L'autre, c'est d'être les situations des partenariats privés-publics et je parle de le programme Hinari. Et ça, c'est, dans ce sens-là, c'était vraiment un programme que nous avons créé pour les pays en voie de développement, comme en Afrique, Asie, Amérique du Sud et continuellement comme ça. Ça veut dire, le programme Hinari, c'est une situation, c'était lancé en 2002, avec 1500 reviews. Et l'idée, c'est il y a une bibliothécaire nommée Barbara Aronson qui, en 2002, a vu une occasion de faire quelque chose de bon. Elle a parlé avec 6 de les grands éditeurs. On parle de Elsevier, Wiley, Blackwell, à ce temps-là. Et dit, est-ce que vous êtes intéressé de donner accès gratuitement à vos périodiques pour les pays en voie de développement, les universités, les hôpitaux, les centres de recherche, qui n'étaient jamais capables de dépenser l'argent pour accéder à vos périodiques.
Et dans ce cas-là, maintenant, nous avons le programme Henari qui maintenant a plus de 15 000 périodiques. Il y avait 190 éditeurs qui s'impliquaient et en tout, c'est presque plus de 70 000 de sources d'informations d'informatique électronique. Et ici, c'est les pays qui bénéficient de ça. Vous avez les pays en bleu. Ces pays qui sont capables d'accéder à Henari sans rien, il faut s'inscrire. Le système fonctionne que les étudiants, les professeurs reçoivent un mot de passe et ils sont capables après ça d'accéder au programme. Les pays en jaune sont les pays qui payent $1 500 américains par année et ils ont accès aussi de le même package plus ou moins de Henari. Ça veut dire ces titres périodiques dans le domaine de la santé. Okay? Encore des questions. C'est ça le meilleur maintenant de faire ça comme ça? Assez clair? J'ai allé assez vite parce que je sais que le déjeuner va commencer dans quelques minutes. Et j'ai encore centaines de slides. OK? Vous ne courez pas, hein? Donc, juste pour dire, c'est 15 000 périodiques qui sont dans le programme. Et la liste continue comme ça, c'est assez grand. Mais il faut penser de ça que vous avez un chercheur avant Henari, en 2002, avant 2002. Qu'est-ce qu'il y avait accès? Il y avait accès à quoi? Il y a quelques périodiques qui ressortent en format papier dans les bibliothèques, par exemple au Uganda. Après ça, vous avez peut-être quelques ressources électroniques gratuitement disponibles sur l'Internet, Google, Scholar, quelque chose comme ça. Mais maintenant, avec Henari, quand vous avez accès à 15 000 périodiques, vous avez les plus récents publishing qui sont toujours en presse. Donc, c'est fait vraiment un changement avec leur habilité de publier les articles parce que maintenant, ils ont les références plus à jour qu'avant. Il y avait aussi la possibilité de chercher avec Henari dans le sens de PubMed. Ça veut dire, avec ça, vous avez les liens directement avec les textes intégrales. Et aussi, il y avait des livres, il y avait, je pense, 47 000 livres online qui sont disponibles. À partir de ça, nous avons aussi travaillé avec les autres organisations internationales pour créer les mêmes sortes de programmes. Maintenant, nous avons Agora. Agora, c'est une possibilité d'avoir accès aux périodiques dans le domaine de l'agriculture, dans la sécurité de nourriture. Et c'est la même idée. Ça veut dire de donner accès aux périodiques dans ce domaine, aussi avec les livres. Maintenant, nous avons Agora. Et ça, c'était avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Après ça, nous avons travaillé aussi avec United Nations Environmental Programme pour faire la même chose dans le domaine de climat et développement. Maintenant aussi, OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, fait ARDI, même idée, accès aux périodiques dans le domaine de l'innovation. Et enfin, nous avons juste le plus récent maintenant, c'est le Bureau international de travail à Genève, a commencé lancé un programme avec l'idée de donner accès aux périodiques dans le domaine de droit légal, les choses comme ça. Donc, tous les programmes ensemble, on s'appelle Research for Life. Mais sachez juste donner une idée que si nous avons la créativité, de penser, de voir une situation un peu, créer quelque chose de nouveau. Et donc, maintenant, le Research for Life, spécifiquement pour les pays en voie de développement, c'était important. Encore, l'accès libre, et je trouvais ça aussi important. Et là, nous avons à l'OMS aussi de favoriser la mise en place des systèmes non commerciaux. Mais je pose des questions à vous, parce que moi, j'ai remarqué ça aussi. Maintenant, nous avons l'accès libre. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de s'abonner au périodique. Mais l'autre côté, il y avait les charges pour les auteurs. Normalement, $1 500, $3 000 pour publier votre article. Est-ce que vous avez les auteurs dans votre institution qui viennent vous pour dire est-ce que vous avez l'argent pour payer ces frais? Combien d'entre vous avez déjà cette question? Jamais? Quelques-uns? Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'à l'OMS,
Nous avons les bibliothèques qui abandonnent, qui dépensent l'argent pour les périodiques. Après ça, avec accès libre, c'est très bien, c'est quelqu'un d'autre qui va payer. Mais c'est toujours l'OMS qui devrait payer les frais pour les auteurs de publier les articles. Et maintenant, nous avons le mandat que les chercheurs de l'OMS devraient publier dans les open access. Ça veut dire que c'est une logique que nous avons. Ça veut dire que tout qui était publié, après au moins 12 mois, devrait être accès libre pour les gens. Nous avons une obligation parce que, comme vous aussi, nous avons financé par le public et le public devrait avoir accès. Donc, à la bibliothèque maintenant, nous avons des questions où à publier. Ça veut dire un rôle nous avons pour consulter, c'est où est-ce que les auteurs, les chercheurs de l'OMS devraient publier les articles. Est-ce qu'il y a des fonds nécessaires pour publier et les bourses. Soit à l'OMS, au commencement, nous avons une petite bourse pour les chercheurs pour publier dans les périodiques Open Access. Ça veut dire que c'est les créativités qui changent notre rôle. Donc, ça veut dire, par exemple, le bulletin de l'Organisation mondiale de la santé, c'est notre périodique, et avec ça, c'est aussi fully open access. Et même avec IRIS, maintenant, nous avons changé depuis 2017 que ce n'est pas seulement que les gens sont capables d'accéder les publications de l'OMS gratuitement, mais nous avons aussi le Creative Commons. Ça veut dire que les gens sont capables d'utiliser les documentations de l'OMS avec l'attribution de réusage. La seule chose, ce n'est pas commercial. Certainement, vous pouvez comprendre qu'on veut que l'industrie pharmaceutique utilise l'information de l'OMS d'une façon pour faire la promotion de leurs produits. Il faut être assez égal. Donc, une autre chose aussi, en tout ça, on a trouvé que c'était très importante, c'est de vraiment trouver le soutien de notre utilisateur de la bibliothèque et d'avoir avec ça une approche solidaire. Voilà. Super. Maintenant, je sais quoi faire. Et on revient vers le contract disputes, et ça, c'est un aspect que je ne connais pas vraiment bien, mais moi, je trouvais l'idée de faire la grève. Et combien d'entre vous ont suivi la situation en Finlande? Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Finlande? C'est que les chercheurs en Finlande ont décidé de faire une grève. Il n'est pas membre, il risque maintenant d'être membre dans le comité de rédaction. Ça veut dire qu'ils travaillent plus avec les éditeurs, comme de faire le review des périodiques ou les choses comme ça. Donc, je trouvais ça une façon intéressante et, je vais voir comme ça, pardon. Mais si vous regardez, il y avait une pétition qui était faite par les chercheurs en Finlande de résister de travailler avec les éditeurs qui ne vont pas négocier avec les bibliothèques de Finlande pour renouveler les ressources. Ça veut dire qu'il y avait un pouvoir quand nous avons ce lien avec nos chercheurs, nos utilisateurs, pour avoir le soutien pour négocier avec les éditeurs. Parce que vous comprenez, c'est que nous, on achète des éditeurs, et après ça, il y avait les gens, les chercheurs qui travaillent pour les éditeurs gratuitement, normalement. Donc, quelque chose qu'il faut retrouver une façon de négocier avec ça. Ça veut dire de faire la grève ou quelque chose comme ça, c'est radical, mais c'est intéressant. Donc, avec ça, c'est important pour nous de sortir de nos bibliothèques et d'être impliqués dans les comités, dans nos organisations, institutions. Et par exemple, pour moi, j'étais vraiment dans le groupe responsable de l'élaboration des lignes directrices, bien sûr pour l'aspect que moi je fais de contrôle des recherches pour les reviews systématiques, mais en même temps, j'ai fait des collègues, les amis, qui vont nous aider plus tard dans les négociations pour les périodiques. Voilà, ça veut dire que c'est tout bien d'avoir ça. Autre chose aussi, c'est d'élaborer sur les services. J'ai expliqué, je pense que c'était à Brigitte ici, que notre bibliothèque va fermer pour 5 ans parce qu'on devrait déménager. Donc, je suis en pleine situation de réduire la collection en papier. Et nous avons une collection de périodiques africaines
qui était vraiment unique, je pense, au monde. Il y a très peu on ne trouve pas ces périodiques, même en Europe. Et je suis en train de chercher les collaborateurs pour numériser ces périodiques. Ça veut dire en même temps que je vais réduire les collections en format papier, je vais aussi numériser les périodiques en collaboration avec les gens qui retiennent le droit de l'auteur sur les périodiques et utiliser ça comme un autre service. Ça veut dire qu'il faut chercher des façons de générer l'argent, échange des reviews, sous-traitance, un modèle de réfraction. Une autre question, combien d'entre vous avoir les services où vous avez une façon que les unités ou les départements, les chercheurs, vous payez quelque chose de le faire? Normalement, c'est les gens qui font les recherches dans les bases de données. Est-ce que vous faites ça? Oui, quelques-uns? Non, très peu. Vous n'avez pas une façon de... Vous travaillez avec une unité, département de recherche et vous faites une facture, une bill? Non? Maintenant, j'ai commencé à faire ça parce que dans les revues systématiques, comme c'était expliqué par le professeur Boudon, le montant de temps qu'il faut pour faire ça, c'est énorme. Et de concentrer des heures, des semaines pour faire une recherche, ça veut dire, quand je suis avec les chercheurs, ils ont fait un propose de faire une review systématique, il va chercher les fonds quelque part. C'est Wellcome Trust ou de Cochrane France ou je ne sais pas qui. Et donc, j'ai toujours insisté qu'ils en mettent dans le budget les sous, l'argent qui est dépensé à la bibliothèque pour nous. C'est une autre façon de regarder les situations. Et aussi, pour convaincre les gens que c'était bon, j'ai dit que tout l'argent que je gagne de cette façon va investir dans la bibliothèque. Ça veut dire pour eux, c'est un win-win dans le sens, parce qu'ils ont reçu les services de la bibliothèque, une concentration pour faire le travail. Mais deuxième, et on sait que tout l'argent qu'ils nous donnent, revenir à eux dans une ressource électronique. Okay? Donc, c'est quelque chose que je trouvais vraiment important. Donc, une autre façon, c'est aussi en regarder de toujours essayer d'avoir l'accès aux ressources électroniques dans un accès perpétuel. Et ça, par exemple, nous avons dépassé l'argent pour le Lancet. On a acheté tous les backfiles, les archives, à partir de 1823 jusqu'à nos jours. Ça veut dire qu'on nous les ressources électroniques, une grande question, est-ce que c'est perpétuel ou est-ce que quand nous on finit l'abonnement, est-ce qu'on va accès à ce que nous avons acheté avant? C'est quelque chose à négocier, à voir dans la situation. Et je trouve ça intéressant parce que quand tu regardes la Lancet, on voit, ça c'est de 1846 et ils en parlent de library fees at the King's College et pourquoi il n'y a pas accès à la Lancet dans la bibliothèque. Ça veut dire la question qu'on pose maintenant, c'est presque la même question qui était posée il y a 150 ans il y a. Mais de revenir avec l'idée de créer des ressources électroniques alternatives. Une autre chose qu'on fait dans la bibliothèque, quand je dis que nous avons la tâche de diminuer les nombres de périodiques africains en format papier dans notre collection, on pense, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va numériser les périodiques. Après ça, on travaille avec nos collègues à Brazzaville, au Congo. Ils sont en train de créer une base de données qui s'appelle Index Medicus African. Combien d'entre vous avez entendu de ça, de la base, rechercher sur la base de données peut-être? Donc, vous avez PubMed ou Medline qui représentent la recherche des pays en Amérique du Nord, l'Europe. Maintenant, avec Index Medicus African, vous avez la recherche des chercheurs africains publiée dans leur propre périodique et ça ajoute un aspect différent. Spécifiquement à l'OMS, c'est important parce qu'on traite global, on traite avec les pays en voie de développement, ça c'est une ressource importante. Mais c'est comme PubMed, c'est une base de données que vous êtes capable de chercher et là-dedans, vous allez trouver les informations, les articles qui étaient des auteurs africains publiés dans leur périodique dans leur propre pays. Donc, vous avez quelque chose comme ici.
Nous avons en vision de créer un Global Index Medicus, ça veut dire un PubMed, qui va inclure toutes ces bases de données, parce qu'il n'y avait pas que African Index Medicus, mais nous avons aussi pour Amérique du Sud, en Asie, aussi pour le Eastern Mediterranean et le Pacifique oriental. Toutes ces bases de données avaient la même logique comme African Index Medicus, ça veut dire les périodiques publiés par les chercheurs dans leur propre pays et de mettre ça ensemble, et c'est un ajout pour la recherche qu'on fait dans PubMed, Medline et Embase. Ça veut dire de donner une idée globale. Et toutes ces bases de données, c'est un accès libre et c'est une utilisation de ces réseaux alternatifs. Et on cherche toujours les partenaires ailleurs. Avec ça, je suis en train de chercher les gens qui s'intéressent pour les informations pour les patientes. Et ce qu'on trouvait, par exemple, dans tous les programmes de Henari, même African Index Medicus, Research for Life, il y avait une concentration sur l'anglais, certainement. 85% de PubMed, je pense, les références en anglais, et les autres 15% de toutes les autres langues. Donc, nos collègues en Afrique, spécifiquement francophones, ils ont dit on a besoin de quelque chose pour les gens qui parlent français, un niveau pour les patients. Et une des choses, on travaille avec HealthReach aux États-Unis. Et ce qu'ils ont fait, ils ont fait une base de données et au moment, c'est vraiment concentré sur les informations aux États-Unis. Mais l'idée, c'est qu'on peut chercher la base de données avec un thème et après ça, vous allez trouver les informations pour le patient dans plusieurs langues. Et je trouve ça fantastique parce qu'avec ça, même ici en France, vous avez les gens qui viennent des autres pays, vous avez besoin de choses en français, mais aussi on a besoin des choses dans les autres langues. So, ça veut dire ici, vous trouvez quelque chose sur la grossesse, la santé buccale. Après ça, vous avez quelque chose d'exactement la même chose en arabe. Et après ça, vous avez aussi en russe. Donc, je cherche à travailler avec HealthReach pour faire en contact les bibliothécaires ici en Europe qui avaient les mêmes, peut-être, bases de données avec les informations. Vous pouvez voir en Suède qu'il y a beaucoup de gens qui viennent des autres pays aussi, qu'il y avait des informations en suédois, en anglais, arabe, russie, mais point des autres sujets, de mettre ça tout ensemble et d'avoir une ressource, accès libre pour ces informations de collaboration et ça va diminuer nos dépenses. Et je sais bien que Gaëtan, ici, l'année passée, il a fait déjà la présentation des eHeal, mais je pense que c'est vraiment important qu'on trouve ça, parce que moi, je trouvais eHeal, une association du réseau de bibliothécaires en Europe. Le but et l'objectif de eHeal, c'est de faire ces connexions, de partager les idées. C'est pas vraiment, ce que je veux dire maintenant aujourd'hui, c'est pas quelque chose de nouveau pour vous, je pense. Je pense que c'est vraiment quelque chose que vous faites déjà chaque jour. Mais d'avoir la participation avec eHeal, avec nos collègues, de prendre les nouveaux ressources qui sont disponibles. Et c'est une question encore, c'est vraiment bien que Gaëtan ait déjà fait ça l'année passée aussi, mais il faut comprendre que d'être membre d'eHeal, c'est gratuit. Vous venez membre comme ça. Il y avait les conférences, les congrès qui se chaque année. Cette année ici, au mois de juillet, ça va être à Cardiff. Et en 2019, ça va être à Bern-Bâle, en Suisse. Et vous, comme vous savez, je pense la situation maintenant se va trouver à Bâle. Et c'est juste de l'autre côté, il y avait la France comme la frontière. C'est pas loin. OK? Juste pour vous encourager de participer. Donc, merci, bon appétit. Le castor, là, maintenant, parce que je pars en vacances dans quelques jours. Ici, c'était juste un petit séjour pour vous voir et de faire la présentation. J'espère que la présentation, c'était plutôt d'alimenter vos inspirations, votre créativité, parce qu'au commencement, au lieu d'avoir le castor qui travaille chaque jour de faire son barrage, j'ai pensé d'avoir un magicien qui sort le lapin et avec ça, je vous donne l'argent que vous avez besoin
de jeter vos ressources, mais ce n'est pas possible. On va rester comme un castor. Comme ça. Donc, j'ai fini avec ça. Merci beaucoup pour votre attention. Et je suppose qu'il y a des questions peut-être. Ou peut-être qu'est-ce qu'il a dit tout ce temps-là avec l'accent comme ça, je ne sais pas. Bon, j'ai commencé à poser des questions aussi. Tout le monde a hâte. Voilà. Quand vous travaillez sur les revues systématiques que vous faites payer, est-ce que vous demandez à être co-auteur? Oui. Parce que vraiment, quand j'ai des charges en charge, c'est plutôt pour accéder les bases de données. So, par exemple, avec Embase, nous n'avons pas un abonnement institutionnel. Nous avons que pour moi personnellement. Il faut que je trouve l'argent. Ça veut dire que les recherches pour Embase passent par moi. Je charge un montant dépendant de combien de temps. Et avec ça, c'est une façon que je fais. Aussi, nous avons fait aussi quand on fait le prêt en bibliothèque, on cherche les articles qui ne sont pas disponibles dans notre institution. On fait une charge aussi. Et avec ça, je vois une liste de 900 articles. Je regarde la liste, je fais une estimation combien ça va coûter. Et après ça, et toujours, j'ai une margine de profit que j'utilise comme ça. Et parfois, les unités, parce que je dis aux unités, c'est beaucoup moins cher de m'engager pour 5 heures de faire la recherche au lieu d'avoir une stagiaire, que c'était maintenant le personnel de l'OMS aussi, c'est beaucoup de stagiaires, qui dépense 2, 3, 4 semaines pour comprendre comment faire une recherche dans les bases de données, comment trouver les articles, des choses comme ça. So, on fait l'option que nous sommes plus efficaces, plus vite. Aussi, nous avons la spécialité, quand vous faites une revue systématique, on devrait mettre les citations dans EndNote ou quelque chose comme ça pour réduire les nombres de duplications. On peut le faire, mon collègue qui le fait, on fait dans 1 heure. Au lieu de montrer quelqu'un comment le faire, ça va prendre 2, 3 heures. Ils ont reparti des heures pour comprendre la situation. So, pour nous, l'institution de l'OMS, c'est beaucoup plus efficace qu'on fait comme ça. Et toujours, je dis, l'argent que vous donnez ma poche va aller tout de suite dans la bibliothèque. So, ça veut dire un win-win. Voilà. Des autres questions? Wow! J'ai répondu à toutes les questions que j'ai. OK. Voilà. Désolé pour la question tardive. Est-ce que l'OMS a pris position pour l'open access globalement, pas seulement pour les pays pauvres? Est-ce qu'il y a des initiatives pour défendre l'open access, les politiques d'open access partout? OK, maintenant, ça c'est une bonne question, parce que la façon que Research for Life fonctionne, ça veut dire que les éditeurs qui ont l'argent sont capables de... Parce que c'est public-privé, ou privé-public, comme vous voulez dire. Ça veut dire qu'il y a 3 choses qui fonctionnent ici. Il y avait les éditeurs qui sont commerciaux, qui font la vente de périodiques, qui gagnent l'argent. Ils en vendent les périodiques à vous, ils ont fait un profit. Avec ça, ils sont capables de donner gratuitement accès aux pays en voie de développement, parce que 2 choses, les pays en voie de développement n'ont pas d'argent pour payer, certainement. Et c'est à cause des profits de vous qu'ils sont capables de continuer de faire fonctionner le programme. So, ça veut dire que ça c'est la situation avec ce modèle. Mais je vois que, comme j'ai dit avec l'OMS, qu'on donne l'accès libre et aussi en même temps Creative Commons, je parle de faire les alternatives. Est-ce qu'on trouve une façon? Parce que même avec le libre accès, vous avez les situations, comme j'ai mentionné, avec les auteurs. Qui va payer que les auteurs sont capables de mettre l'argent? Il faut avoir l'argent qu'ils ont payé pour publier les articles. C'est les modèles différents. Avec ça, vous avez une concurrence des idées. Pas une concurrence
commercial, mais de toute façon, j'ai des options. Je peux publier chez Elsevier, je peux publier par PLOS Medicine ou je peux publier dans le bulletin de l'OMS. Et chaque chose avait l'avantage et des désavantages. Et je pense que ça, c'est les choses importantes. Dans notre situation, l'OMS, nous avons trouvé une façon de continuer notre programme de gift. On a négocié avec les éditeurs qui sont impliqués dans Research for Life. Et maintenant, l'OMS, comme une organisation, c'est considéré comme un pays en voie de développement. Et donc, ils nous donnaient une portion de les périodiques dans Research for Life gratuitement à l'OMS. Mais encore, c'est un aspect de négocier, on trouve les choses. Et c'est pourquoi je parle de la situation en Finlande. Je trouve ça c'est vraiment intéressant la façon que les gens ont choisi de négocier avec les éditeurs. Ils ont trouvé avec les chercheurs finlandais de négocier de cette façon. Voilà. Une question? Claire?